sens. Oui, beaucoup de présentations à la Gamescom, puisque je suis Oscar Guidard, je suis le PDG de Dontnod, donc le studio qui a fait entre autres Life is Strange, Neverwinter, Vampire, et puis là récemment qui va sortir Vanishers et Jusant, là dans quelques semaines, Jusant fin octobre et Vanishers mi-novembre. Et voilà, j'ai créé ce studio, j'en suis le PDG, ça fait 15 ans maintenant que le studio existe. On a commencé ce studio en été 5, aujourd'hui on est 360 personnes à Paris et à Montréal. Et puis tu as un lien particulier avec la région, puisque tu as habité dans la région strasbourgeoise, tu as passé ta scolarité au lycée Kléber. C'est ça. Où j'ai été aussi. Ouais. Marcus le connaît de vue, il est en face de la station de télévision où il venait travailler pour MicroKids, ce lycée. Ouais. C'est vrai. Et puis Oscar était également à l'ULP en tant qu'étudiant et en tant qu'enseignant aussi, donc à l'université Louis Pasteur. Oui, avant de passer du côté obscur de la force, faire du jeu vidéo, j'ai enseigné effectivement à l'université Louis Pasteur. Et pour vous montrer que ça mène à tout, le sujet de thèse que je suis allé voir, non. un modèle hiérarchique pour la modélisation géométrique à base topologique. Wow. Ne partez pas, restez là. Je veux savoir mon sujet de mémoire, moi. Astérix, partie intégrante et reflet de la culture populaire française. C'est rigolo. On voit tout de suite qui est qui. Genre sérieux, c'est une clown, quoi. Et donc, Marc Lacombe, oui, Alex Marcus, votre classe depuis trop longtemps, depuis 35 ans. J'ai commencé en 89. Wow. 80. Je te donnerai pas ton âge, mais t'as exactement 10 ans plus que moi. 57. C'est pas ton âge. Oh, je sais. Je ne saurais pas. 1966. Donc, Marcus, c'est Nico News, Steve, Console Plus, Player One, Joystick. Ouais. C'est de l'animation sur Game One en ce moment. Oui. Avant ça, c'était la revue de No Life. Enfin, on ne peut pas parler de jeux vidéo aujourd'hui sans savoir que Marcus est dans la place, avec sa joie, sa bonne humeur, le bullet time, oui, les gros doigts. Et généralement, je crois que c'est ça qui fait plaisir, c'est cette fraîcheur toujours. On peut plus facilement s'identifier à un gars mauvais qu'à Kayane ou des gens qui sont doués, en fait. Vous aurez peut-être pas beaucoup aidé alors. Voilà. Et puis Nishan, l'hôtel de l'E4. Bonjour tout le monde. Nishan, dans le jeu vidéo depuis un petit bout de temps aussi, alors un peu plus jeune qu'eux, j'ai de la chance. Je suis animateur de Start to Play depuis le premier event, donc maintenant ça fait 10 éditions. Toujours un plaisir de vous revoir, et puis à côté de ça, je suis président d'un média qui s'appelle La Chronique du Geek. On a monté aussi une autre association qui s'appelle Strasbourg Games Community, qui a pour but en fait de fédérer, de faire participer toutes les personnes qui veulent travailler un jour, de près ou de loin, dans le milieu du jeu vidéo. Et mon vrai métier actuellement, je suis directeur d'une école de commerce axée sur les métiers du jeu vidéo et de l'e-sport. Wow. Voilà, à Strasbourg. Bon voilà, on sait qui est qui. Moi je m'appelle Vincent. Je vais essayer de passer le micro et la parole aux gens. On va se débrouiller. Et en fait, le sujet, c'est que moi j'aurais aimé savoir, parce que ça a beaucoup évolué depuis longtemps, comment est-ce que vous choisissiez vos jeux vidéo dans les années 80 ? On posait la question à Nisha, on posait la question à Marcus, et on a l'autre côté du miroir, parce qu'on a un journaliste, on a un joueur, et on a un créateur, notamment un PDG. Comment est-ce que lui aimerait qu'on parle de jeux vidéo, de ces jeux en fait, parce que c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Je vais commencer par le côté, entre guillemets, purement joueur, parce que tu connais Ado. Donc toi, Ado, c'est l'année 90. 90, et c'est simple, à l'époque on avait de très très gros linéaires dans les magasins. Par exemple, quand on est pour les plus anciens, Mammouth, ou Auchan, wow. Pour citer des grands noms. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément tout de suite la possibilité d'avoir des magazines sous la main. Et en fait, on choisissait, je me rappelle, moi je choisissais beaucoup de jeux via la jaquette. Ouais. Et c'était la plus grande erreur de ma vie, je pense, parce qu'on est tombé sur énormément de choses qu'on n'a jamais voulu mettre dans nos consoles.
Et c'était compliqué. Et puis après, on a eu tous les tests des magazines, parce qu'on avait la possibilité justement d'acheter des magazines. Et on se disait, waouh, c'était incroyable. On voyait juste des petites photos de jeu. On se disait, waouh, le jeu a l'air complètement dingue. On lisait les tests, par exemple, que tu as rédigés. Et on se dit, waouh, il faut que j'aille acheter ce jeu-là. Et c'était un petit peu comme ça. Je choisissais. Alors après, quelques préférences sur les jeux de combat. T'as trop le choix, même pour les jeux d'aventure, tu te disais waouh, ça te donne envie. On ne regardait pas forcément encore à l'époque le nom du studio, mais on a pu découvrir quelques gros studios comme Rare par exemple, avec d'autres Tree, des Killer Instinct, des choses comme ça, mais c'est vrai que c'était vraiment plus la jaquette qui me donnait envie en fait. Voilà. Donc jaquette, magazine. Ouais, jaquette, magazine. Petit arc rapide pour moi, c'était jaquette aussi, mais c'était l'Atari 2600 parce qu'il n'y avait pas de magazine. De toute façon. Et donc toi en plus. Alors moi je suis vraiment le dinosaure, j'ai connu Pong quoi. Il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait pas de jeu. Le jeu tu choisissais en tournant une molette, c'était pelote basque, football, tennis, voilà. C'est tout. Donc le dessin sur la jaquette, j'ai connu. Alors avant même l'Atari 2600, c'était un des premiers, moi j'ai eu un autre truc allemand de Grundig qui s'appelait l'Interton VC 4000, étant dit que niveau marketing, VC, c'est pas quand même le titre qui sonne le plus. Et il y avait un catalogue avec tous les jeux disponibles, des cassettes numérotées, jusqu'à 100 je crois. Il y avait une petite photo, un petit résumé. Et avec ma soeur, on regardait, ça a l'air génial, le jeu de tank, le jeu de course de voiture, il a l'air fou, etc. Dans un premier temps, ça a été ça, vraiment l'origine, vraiment c'était ça. Et puis après, oui, on allait dans les magasins exactement comme toi, on regardait les jaquettes et l'arrière des jaquettes. Sachant que si tu prends les jeux à télévision, par exemple, le jeu de basket, la couverture, c'est un super dessin avec des blacks avec une coupe afro comme ça, dans des positions absolument géniales, on a des super héros. Et tu retournes et tu vois le dessin du vrai jeu, et c'est les petits bonhommes sur la porte des toilettes qui sont comme ça. Mais n'empêche que quand tu joues, ils sont hyper bien animés. Au moment où ils vont mettre un panier, ils se tassent un peu sur eux-mêmes, ils s'étirent au moment où ils mettent le panier, et visuellement, l'animation, elle est quand même folle, quoi. Et ça suffisait pour choisir. Et puis, en 81, moi je me souviens, j'ai déménagé dans la librairie où je suis arrivé, il y avait Tilt, et c'était la première fois que je voyais qu'il existait un magazine de jeux vidéo, qui parlait de flipper à l'origine, mais là, ça parlait de jeux vidéo, de jeux d'échecs aussi, c'était un peu à la mode à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à lire Tilt en 81. Et puis voilà, c'était comme ça qu'on choisissait les jeux, en fonction des notes, mais ils mettaient des notes à l'époque. Et ça permettait quand même d'aiguiller pas mal. Et puis après, j'ai découvert d'autres magazines, dont Micronews, que j'ai découvert par hasard, parce que dans la librairie où j'étais en vacances, il n'y avait pas Tilt. Et dans Micronews, il y avait une petite annonce qui cherchait des testeurs, et c'est là que moi j'ai postulé à cette annonce. C'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu. Et Micronews, par rapport à Tilt, ils étaient plus irrévérencieux, ils n'hésitaient pas à casser les jeux, alors que Tilt, c'était quand même assez. C'est un peu les cahiers du cinéma du jeu vidéo, tu vois. C'était bien écrit, avec des formules un peu empoulées. Micronews, c'était plus fun, joystick après encore plus. Et moi j'aimais bien ce ton direct, le côté les vannes, l'intransigeance. Un jeu déjà à l'époque c'était très cher, donc si c'était pas bon, il fallait vraiment le dire. Voilà. Donc c'était ça ma façon de sélectionner. Et donc Oscar, entre deux cours à l'ULP. J'ai commencé à jouer bien avant quand même. On parlait des années 80, ouais, c'était les années 80, c'était. Moi j'avais un ordi, j'ai commencé à programmer sur un petit ordinateur qui s'appelle ZX81. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, peut-être oui, ça m'étonnerait. Spectrum. Pardon. Spectrum, ZX81. Spectrum, c'était après. C'était une évolution de cette machine. Et donc c'est un cadre de mémoire, je crois. C'était un cadre de mémoire. Avec une extension CSK, on va être dingue. Et donc j'ai commencé à programmer, donc c'était des magazines qu'on récupérait, il y avait du code, on rebossait le truc et on faisait. Et puis après c'était le Commodore 64, c'était ça vraiment sur cette machine que j'ai vraiment commencé à jouer. Et c'était des jeux qu'on se passait entre copains, quoi. Il y avait un côté un petit peu l'illégalité, ça n'encourage pas du tout, et qui voilà, qui faisait qu'on pouvait découvrir des gens, on en faisait parler, et des jeux que j'ai achetés quand même. Je
Je crois que c'était des jeux basés sur Tolkien, les premiers. Un des premiers jeux que j'ai acheté, ça devait être ça. Sur donc je ne me trompe pas, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est bien ça. Et donc c'est le départ. C'était un jeu en texte où il fallait. Voilà, c'était le premier truc. Et le jeu vraiment qui m'a fait de l'envie de travailler dans le jeu vidéo, c'était déjà sur PC, sur les premiers PC à carte graphique là, qui était le Tomb Raider. Le Tomb Raider, un des premiers Tomb Raider en 3D avec je me souviens d'une scène qui est assez incroyable quand on se fait courser par un dino. Ouais. Et quand on peut on se fait bouffer, et puis à un moment donné on peut se cacher dans une grotte. Et en fait, comme la grotte en 3D, le dino, il sur 3D, il a une grosse gueule, il n'arrive pas à rentrer. Mais au début, on se dit, mais c'est la première fois, ok, la 3D c'est pour ça, là quand les décors, tout ça, c'est ça. Okay. Et ça m'a donné super envie après de continuer là-dessus. Et c'est vrai que mes études, le titre est très ronflant que tu as donné tout à l'heure. Parce qu'en fait, pour commencer à travailler sur l'image, pour travailler sur des objets 3D, comment les faire, comment les gérer par ordinateur et comment ensuite peut-être faire du cinéma ou des jeux vidéo. On est d'accord que c'est le dino, pas le mini-short de la raconte que tu as motivé. Absolument insensible. Les deux triangles, tu veux dire? Oui, les triangles. Ah, les triangles de à la rentrée, je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit orchestre ce matin, vous les avez vus? Et il y a une fille qui est en cosplay de la raconte avec les 5 carrés de l'époque. Oh, les cosplays magnifiques. Je regarde chaque semaine une dizaine de jeux et je sélectionne les 4 qui seront les plus sympas à faire en level 1, sachant que c'est un exercice particulier, c'est 20 minutes en temps réel, donc tu vas pas faire un Civilisation ou un City Skyline dans 20 minutes, ça se prête pas. Donc moi, il faut que je trouve des jeux qui rentrent dans cette case, dans ce que je fais. Donc j'en regarde une dizaine et puis je choisis les 4 qui sont les mieux. Pour faire ça, je vais sur le PlayStation Network, je regarde tout ce qui sort, je jette un œil au trailer, je vois si ça m'inspire, si potentiellement ça peut faire un truc ou pas, et puis je l'achète avec mes sous. Je perds pas de temps à envoyer un message à l'éditeur, j'ai trouvé l'éditeur qui m'envoie un code, etc. Du coup, j'ai vraiment payé avec mes sous. Tu n'apprends pas de si c'est pas bon, ça me fait vraiment mal, parce que c'est vraiment mes sous, ça rigole pas quoi. Et donc je suis dans la même position qu'un gamer. Donc je vais être assez intransigeant comme l'est un gamer. Quand tu as payé un truc, tu veux que ça fonctionne, tu veux que ce soit bien, etc. Et le prix est vraiment un facteur très important. Et je crois que la plupart des journalistes l'oublient. Parce qu'ils ont une pile comme ça sur leur bureau de jeu à tester, ils regardent même pas combien ça coûte, ils testent, ils disent c'est bien, c'est mal, etc. Souvent ils sont assez indulgents. S'ils avaient payé 70 €, des fois ils le seraient peut-être un peu loin, quoi. Voilà. Donc je garde toujours en tête l'idée de combien ça coûte et est-ce que ce prix est justifié pour le nombre d'heures que tu vas jouer, pour ce que tu as. Moi, je me souviens encore de cette époque où sur console, c'est les épreuves qui étaient envoyées parfois. Ouais. Et c'était pas 1 mois et demi, c'était parfois 6 mois à l'avance avec des cheat codes qui allaient bien pour que les journalistes n'aient pas à passer les 6 niveaux pour arriver au 7e et voir un peu tout le jeu. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe plus principalement parce que les jeux, en fait, sortent vraiment d'un délai de sortie qui sont très proches de la fin de la prod. C'est ça? Oui, ça s'est vachement resserré. Bon, déjà, on le voit bien, il y a beaucoup plus de jeux, il y a beaucoup plus de sorties, il y a beaucoup plus de concurrence. Aujourd'hui, un jeu moyen peut ne pas se vendre du tout, en fait. Ça peut être et on le voit de plus en plus. Il y a eu beaucoup d'argent injecté dans le jeu vidéo ces dernières années. Il y a une espèce d'Eldorado de la levée de fonds pour monter des studios de jeux, etc. Il y a à peu près 1-2 ans. Qui maintenant on voit que ça se resserre, mais ça produit en fait une très grosse concurrence. Donc pour des studios comme le mien, qui ne sont pas non plus Sony, Activision ou Ubisoft, il faut être très dur. Finalement, il faut produire jusqu'au bout, il faut monter la qualité jusqu'au bout, et je suis tout à fait d'accord avec Marcus que le joueur doit en avoir pour son argent, c'est pas possible de faire des jeux, voilà, mais après oui, on est tellement dans la concurrence qu'il faut qu'on sorte derrière, c'est des budgets tellement gros aussi qu'il faut les rentabiliser assez vite, etc. Donc on est effectivement dans une industrie qui est devenue peut-être plus dure pour nous, mais aussi évidemment pour les journalistes, pour la commercialisation, les tests, etc. Aujourd'hui dans le paysage et notamment dans la façon dont vous communiquez sur les jeux qui vont sortir, Oscar. Ça a pris une énorme importance. Il
y a un influenceur qui s'appelle PewDiePie, que vous devez tous connaître, et qu'il a commencé à jouer à Life is Strange, donc un des plus gros titres que nous avons fait, et au début il se moquait un peu du jeu, on le sentait un peu à côté, et plus il jouait, plus il rentrait dedans, et à la fin il était au bord des larmes, vraiment, voilà, sur un des moments du jeu, et ça a fait un buzz incroyable, et ça a effectivement fait monter les ventes du jeu de manière incroyable aussi. Donc non, aujourd'hui ils ont une vraie force, il y a un vrai truc. Après, bien sûr, c'est comme toujours, il y a une démultiplication de canaux, il y a énormément de gens, donc peut-être que ce qui était vrai en 2015 ne l'est plus aujourd'hui, quoi. Ça fait quand même 10 ans, ou non, 8 ans. Donc aujourd'hui, évidemment, il reste des influenceurs incontournables avec qui il faut continuer à travailler. Parce que ça c'est devenu, on discutait tout à l'heure, c'est devenu presque des chaînes ou des médias complets, quoi. Pareil, on parlait de Troy qui a disparu, qui est remplacé par les Game Awards, qui est fait par un mec qui s'appelle Jeff Kelly, qui est quasiment tout seul à gérer un événement voilà, qui maintenant remplace Troy. Donc oui, je pense que la manière dont les médias évoluent, ça se morcelle beaucoup plus, ça bascule, ça se transforme, ça bouge tout le temps en fait. De toute façon, les influenceurs, quelques-uns sont arrivés sur le Game One. Justement, c'est une chose qui a été intégrée un petit peu au traditionnel, ou ça reste des moyens qui sont un peu séparés ou qui se regardent en je t'aime moi non plus, parce que c'est toujours une arme à double tranchant d'avoir le ressenti de quelqu'un qui, entre guillemets, n'est pas du métier, voit les choses différemment et puis présente aussi le jeu de façon, on va dire, au minimum originale. Alors pour moi, ceux qu'on a sur Game One, je pense à Utiteuf, Sora, Shivana, pour moi c'est pas des influenceurs, c'est des youtubeurs, c'est quasiment des journalistes, enfin c'est peu dopés, ils ont des jeux qu'ils aiment et qu'ils aiment sincèrement, qu'ils soient payés pour en parler ou pas, ça revient à peu près au même. Après moi le truc qui m'attriste un peu, je suis journaliste depuis 89, j'ai vu la période où il n'y avait que des journalistes, il n'y avait pas internet, il n'y avait que des magazines, après il y a commencé à y avoir des magazines sur internet, avec à chaque fois des rédactions, des journalistes. Quand tu es journaliste, tu as un salaire mensuel, les jeux arrivent sur ton bureau, tu les testes, ou même tu es pigiste, et tu n'es pas plus payé si tu dis bien d'un jeu ou pas. Donc le journaliste par nature est impartial, d'accord ? Les gens des jeunes générations considèrent que les journalistes sont des privilégiés, qui ont des voyages de presse avec du champagne, c'est pas vrai, parce que c'est plus vrai depuis. C'est plus vrai, non ? C'est plus vrai. Mais c'est vrai, j'ai fait quelques voyages de presse dans ma vie, j'étais au Canada, j'allais à Vancouver pour Electronic Arts, pour des Need for Speed, des trucs comme ça. Ça m'a pas empêché de dire ce que je pensais des jeux au final. Voilà, et donc, si tu veux, il y a une vision qui est faussée, qui est de dire mon petit youtubeur tout seul dans son truc, lui il est honnête. Alors que le vieux journaliste, là, lui, il est corrompu et machin. En réalité, c'est l'inverse. Le petit gars dans son bureau, s'il veut en vivre, il faut qu'il fasse des OP. Les vues ne suffisent pas, les abonnements ne suffisent pas. Sauf quand tu es Squeezie, peut-être, tu as déjà des millions d'abonnés, à la limite, des abonnés, mais heureusement pour eux, il n'y a pas que ça, ils ont des OP, etc. Et donc, si tu veux, ça devient très dur de faire la part des choses entre le petit gars, effectivement, sincèrement honnête, qui va dire ce qu'il pense, de celui qui a peut-être même juste reçu un code, qui n'a pas payé le jeu, donc il n'a pas eu cette notion de combien ça a coûté, mais plus indulgent, c'est pas très grave. Moi, c'est bien qu'il y ait des jeux, je trouve, naturellement, avec les éditeurs le l'envoient. Après, quand ils ont à payer pour dire du bien d'Assassin's Creed ou de tel ou tel truc, et là, je suis plus gêné et je me dis, bon, bah oui, on peut écouter ce qu'il dit, mais il faut savoir qu'il a été payé pour le dire. Et en tant que journaliste, ça m'attriste toujours un peu cette espèce d'inversion de perception des gens, de dire le journaliste est corrompu, le petit gars de YouTube est honnête et sincère. Je pense honnêtement que ça s'est vraiment inversé en fait, de ce côté-là. Après, il y a des youtubeurs très sincères et très honnêtes, et voilà. Mais les gens n'ont pas de regard critique en fait, c'est ça. Par exemple, un mec comme Squeezie, il va jouer un jeu mécaniquement, automatiquement, que le jeu soit bon ou pas, les gens qui regardent Squeezie vont l'acheter. Squeezie a joué, je vais jouer. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les ados. Leur influenceur préféré joue un truc, ils veulent absolument y jouer, que ce soit bon ou mauvais, etc. Donc il n'y a même pas de regard critique.
si tu veux. Eux, ils font un spectacle avec ces jeux, ils font un délire entre potes, ils s'amusent, ils font des vannes et tout, c'est très agréable à regarder, c'est très chouette. Mais souvent, ils n'ont pas l'esprit critique. C'est juste un prétexte, le jeu. Nous, on a encore cet esprit critique. Je garde toujours, moi, à l'idée combien ça coûte et est-ce qu'on a pour son argent, quoi. Et j'essaie vraiment de respecter ça. Donc, voilà. Et après, on n'est pas ennemis. Moi, la plupart des youtubeurs de la première génération, ils me regardaient quand j'étais petit et ils ont compris qu'on pouvait payer pour jouer en me regardant. Donc, ils m'aiment bien. Et moi, je les aime bien aussi. Ils viennent me voir sur les salons, on discute, voilà, on aime le jeu vidéo tous, on est proches, si tu veux. Et voilà, mais maintenant, voilà, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a vu ses premiers influenceurs réussir, devenir riches et célèbres et adulés, et qui veulent ça, en fait, la notoriété, l'argent, etc. Alors que la première vague, c'était la passion. Squeezie, Cyprien, les autres, ils faisaient ça pour déconner, ils ne pensaient pas à gagner de l'argent. Et heureusement, ils en ont gagné beaucoup, mais ils faisaient ça par plaisir, si tu veux. Et comme maintenant c'est devenu un métier, eh bien, il y a plein d'ados qui veulent faire ça, mais qui partent, à mon avis, dans la mauvaise direction et avec des mauvaises intentions au final. Voilà. Sur moi, ça marche à la restauration, voilà. Mais c'est fini pour ça aujourd'hui pour nous. Alors, on va commencer à ma droite cette fois-ci. J'en profite parce que tu vois justement pour mettre ça en avant. Si tu devais n'avoir qu'une seule machine. Ma bouteille retombe. Non, en fait, la réponse, je la connais. La Neo Geo. Ok, je l'ai pas mis aussi. Monte un peu. Marcus? De cœur, l'Amiga, en fait. C'est la machine de mon adolescence. Et quand tu demandes aux gens c'est quoi ta machine préférée, ils répondent tous la même chose. En fait, c'est la machine qu'ils avaient quand ils avaient 15 ans. C'est le moment où tu découvres le jeu vidéo, tu découvres tout, tu es fasciné par tout ça. C'est le moment où tu as plus de temps aussi à investir dedans. Donc de cœur, ça reste toujours à vie. La console préférée, c'est celle de tes 15 ans, quelle qu'elle soit. Bon, moi, c'était l'Amiga. Mais d'autres, ce sera la NES, ce sera la Mega Drive, etc. Donc, voilà, c'est l'Amiga, même si objectivement c'était pas si extraordinaire que ça avec le recul, hein, mais ouais, j'ai adoré ce moment-là. Ça reste extraordinaire pour celui qui a kiffé dessus, pour l'Amiga 500. L'Amiga 500, voilà, avec Shadow of the Beast, qui était une vraie merde, mais il y avait un scrolling de pouces sur plusieurs niveaux, et à côté Mario paraissait ridicule. Donc vraiment. Moi, je n'ai pas acheté de NES. Parce que j'avais mon Amiga et que c'était bien mieux qu'une NES dans ma tête d'ado à l'époque. Ah bah quand tu regardes les performances et d'autres et que tu regardes que ça, effectivement. Eh oui, mais avec le recul, la NES aura plus marqué. Et après t'es passé à 500 plus. Petite cartouche en dessous pour passer à 1000, voilà. Oscar, même question. La réponse pour moi est difficile parce que il y a des relations avec Microsoft, avec Sony, avec Nintendo. Je perds des contrats. Ah, si tu dis Atari, ouais. Si je devais vraiment avoir une machine de com, je vais répondre, je ne peux pas parler de machine d'aujourd'hui, mais je vais parler plutôt de machine du passé aussi. Je vais parler du Commodore 64 qui était la machine avec un jeu que j'ai adoré qui s'appelle Shoplifter, je ne sais pas si vous avez joué. Sauver des otages. J'ai essayé un truc pareil. Je parlais de Tomb Raider et celui-là aussi, c'est un truc incroyable. Ton meilleur souvenir jeu vidéo. Ça peut être un jeu, ça peut être, pour la machine on a déjà dit, ça peut être simplement un événement, un moment particulier. Non, mais c'est celui-là dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est vraiment Lara Croft qui se poursuit par un dinosaure et qui finit par s'en échapper dans une grotte. Vraiment, c'était incroyable. Après, je pourrais dire plein d'autres choses. J'aime aussi beaucoup les jeux Quantic Dream, qui aussi ont été une grosse influence pour moi avant de créer Dontnod. Et je me souviens, ça c'est plus récent, j'étais dans une période de séparation personnelle, amoureuse, et il y a une scène qui est assez incroyable toute simple, dans Heavyweight, où le père il pleut, il cherche son enfant à la sortie du lycée, c'est un peu glauque, tout ça, il va faire une pizza, machin, il va le faire manger, etc. Voilà. Donc je me suis pas mal retourné et ça m'a aussi beaucoup marqué. Mais il y en a
Après, mais c'est vrai que si je dois choisir une, ça sera peut-être le dinosaure, qui est quand même plus faible. Voilà, en plus, après, je spoilerai la suite, j'avais demandé le pire souvenir, mais ça va aussi être Evelyn du coup. Parce que moi j'ai des non, les pires souvenirs, je pense qu'on en a parlé, c'est des trucs qui plantent, ça c'est horrible quoi, quand on joue et on se retrouve la frustration. Genre à finir quasiment un niveau et là par ça crache et putain t'as pas de sauvegarde et tout et tu dis non, je vais pas me retaper 3 heures là, c'est pas possible quoi. Et 3 heures ça va. Ouais, non, j'en fais 3 heures, ah oui, lui il dit 3 heures, je pense que c'est beaucoup plus. Mais voilà, c'est ce type de souvenir-là, mais je ne veux pas citer de jeu parce que. Marcus, ton meilleur souvenir? J'ai sauvé les croquis originaux de Space Invader. J'ai interviewé Tomohiro Nishikado, qui est le créateur de Space Invader. Il est venu, on était sur le toit de la fondation, le quartier ou un truc comme ça à Paris, où il y avait une expo jeux vidéo et il y avait un rooftop. Il a fait l'interview sur le rooftop. Et il sort les croquis d'origine sur papier quadrillé, donc tu as un dessin des Space Invaders. Je sais pas, il avait un problème avec les crustacés, parce qu'en fait ça ressemble à des crabes et des trucs, il devait être allergique aux fruits de mer, ou je sais pas, enfin, en tout cas pour lui c'était ce qui le terrifiait, donc il a dessiné ça. Et après il avait un papier millimétré, il a reproduit les Space Invaders, qui sont devenus les trucs pixelisés qu'il a mis dans le jeu. Donc le mec te sort ça, là, comme ça, devant la table et tout, dans une belle pochette. Il est japonais, donc tout est très bien rangé, très bien soigné, sauf qu'on est en rooftop et il y a un peu de vent. Et le truc s'envole, et en bas il y a la rue avec 2 étages, tu vois, et je vois le truc et je mets la main sur le, je les place, et j'ai sauvé ces croquis vraiment quoi. Donc c'est ce truc que je suis plus fier dans ma vie, dans l'histoire du jeu vidéo, c'est d'avoir sauvegardé ça, sinon ça partait dans la rue vraiment, et je suis pas sûr qu'on les aura retrouvés quoi, voilà. Et depuis, tu as dédicacé un exemplaire original? Non, malheureusement, j'ai même pas à me remercier d'avoir sauvé son truc, mais c'est tout. Moi, je repense à un souvenir juste en passant pour moi, c'était la SNES où on jouait à Bomberman. Et j'avais redéfini une catégorie de jeux qui s'appelle pour moi les jeux police. C'est les jeux où tes voisins appellent les flics parce que tu fais trop de bruit. Parce que 5 sur Bomberman, on se hurlait dessus, on se balançait des trucs et tout. Et on a vu les flics débarquer à la porte, on dit qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a du tapage et tout. Ah, on est désolé, machin, on avait hurlé. Il y a des jeux comme ça où tu joues avec des potes qui foutent une ambiance pas possible. J'imagine que sur les versus fighting, ça doit le faire aussi souvent pour toi, Nishan. C'est très compliqué. Est-ce que tu as un pire souvenir du coup? Alors, j'ai non, je vais pas en parler. Non, alors, si vous parlez d'un bon souvenir, c'est là aussi, oui, c'est toujours lié au versus fighting, et je pense que la vidéo a fait le tour du web. Et c'est le match de Daigo contre Justin Wong à l'Evo, qui est devenu en fait une vidéo mythique et qui a montré en fait la force du versus fighting dans le monde entier. C'est-à-dire que Daigo a réalisé sur une phase finale un combo qu'on n'avait jamais vu, qui a été filmé et contré hit par hit. Et là, quand tout le monde se rend compte de ce qu'il vient de faire et qu'il gagne le match, on voit l'Evo qui hurle dans tous les sens parce qu'on avait vu, c'était une première mondiale. Cette vidéo, je pense qu'aujourd'hui, je peux la mater sans mentir 3-4 fois par jour et à chaque fois, j'ai les poils qui se dressent parce que j'ai enfin compris que, enfin, c'est cette vidéo-là qui a montré qu'en fait, le versus fighting existe dans le monde. Et que même les gens qui ne connaissent pas ce milieu-là, donc Street Fighter et autres, ils ont compris qu'il y avait une vraie communauté. Et ça, c'est plus une vidéo au cœur parce que à chaque fois que je la vois, je me dis, bah, les gens maintenant savent qu'aujourd'hui, les gens qui font du versus fighting, on existe. Et c'est plus un moment marquant de. J'aurais vraiment voulu l'avoir en vrai, je pense que j'aurais des larmes, enfin tout et n'importe quoi. Mais c'est un des moments marquants de ma vie, en fait. D'accord. Donc, pour tous ceux qui connaissent, savent que je joue beaucoup à Street Fighter. Mais en fait, j'ai un autre jeu de cœur qui s'appelle Killer Instinct. Killer Instinct, c'était quand je l'ai vu dans les salles d'arcade à l'époque, je me dis waouh, c'est incroyablement beau, c'est magnifique, et ça a été ma masterpiece pendant des années. J'ai toujours dit que j'arrêtais ma collection de jeux vidéo le jour où je réussis à m'acheter la borne Killer Instinct. Je l'ai eu il y a 3 ans, et en fait, quand on a eu un portage de la version arcade sur la Super NES,
Mon Dieu, c'était pas pareil. C'était horrible, c'était nul. Et je me suis dit, waouh, en fait, finalement, on n'est pas encore prêt à avoir, entre guillemets, l'arcade à la maison. Et non, j'ai pris une très grosse claque, parce que c'est... Mon Dieu, non, j'en pleure encore, quoi. Et toi, Marcus, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Et pleurer de rage devant Tomb Raider en fait. À l'époque, c'est vrai, j'adore ce jeu, comme toi, j'ai adoré ce jeu. La sensation d'arriver dans un endroit avec une caméra qui recule, tu as tout le niveau avec une musique qui démarre et tu te dis je peux aller partout où je veux, c'était une des premières fois en fait. Vous pouvez regarder en haut en bas. Avant il y avait Wolfenstein, d'autres trucs où ton niveau de regard était bloqué. Mais là c'était vraiment génial. Et donc je travaillais pour Cyberflash à l'époque, c'était bien avant Game One, c'était sur Canal+, il y a une émission qui s'appelait Cyberflash, et qui parlait déjà de jeux vidéo, d'internet et tout. Et donc je dois faire le test de Tomb Raider, et évidemment je veux montrer la séquence de la boule, pour montrer que c'est comme dans Indiana Jones, où il est poursuivi par une grosse boule, voilà. Dans Tomb Raider, le premier, il faut savoir qu'il n'y a pas de sauvegarde, c'est une sauvegarde de cristaux, toutes les 20-30 minutes à peu près. Et cette séquence de la boule, elle arrive juste avant la sauvegarde en fait. C'est la sauvegarde juste après. Ça veut dire qu'il faut avancer pendant 20-30 minutes pour arriver à la séquence de la boule. Donc je fais mon truc, je savais jouer et tout allait bien, donc je fais mon truc, j'arrive à la séquence de la boule se déclenche, je cours, je finis tout ça. Et je m'aperçois que, parce que je cours trop vite, on voit pas la boule, on voit juste Lara Croft on voit la boule qui démarre, on voit Lara Croft qui court dans un couloir. Je dis merde, il faut que j'y retourne, il faut que je laisse la boule pas loin de moi. Sauf que j'ai refait peut-être 30 fois ça, parce qu'à chaque fois je me faisais buter, donc ça marchait pas. Ou alors j'allais trop vite et on voyait pas la boule. Et donc je crois que j'ai dû faire 30 fois cette séquence, 30 fois 30 minutes, pour arriver au moment où j'ai réussi à avoir. Et ça par exemple c'est un truc, quand t'es gamer, tu vas jamais faire ça. Mais quand tu es journaliste, tu fais partie des contraintes, tu veux cette image pour l'avoir, et il n'y a pas d'autre solution. À l'époque, on n'avait pas de cheat code pour prendre le jeu là où on voulait. Et voilà, donc j'en ai pleuré de rage, j'en pouvais plus. Et après de joie quand j'ai réussi. Comment Marcus a perdu la boule? Oui, pardon, oui, j'ai eu tout le truc de la réforme de la retraite. Je crois que j'étais le seul con à me dire oh merde, il me reste que 8 ans à faire le con, putain, c'est pas le coup en fait. On peut pas mettre 70 ans à de la retraite plutôt. Je suis le seul en France à vouloir repousser l'âge de la retraite dans l'autre sens. Parce que je m'amuse à faire ce que je fais. Moi aussi, pas mal. Mais oui, quand tu fais un truc que t'aimes et qui n'est pas pénible, hein, ça va, on est payé pour jouer. Donc bah voilà, t'as envie de continuer. Donc je pense que je continuerai. Il n'y a pas de streamer pour les vieux. Donc j'espère bien que voilà, j'étais pionnier dans plein de trucs. Je serai le premier vieux streamer, je pense. Un des vieux dinosaures dès aujourd'hui, mais ouais. Mon rêve, ce serait de faire des streams au Twitch, je trouve ça bien. C'est le concept de mon émission, Level One, c'est le principe du stream. Je suis le premier streamer au monde, à l'époque il n'y avait pas internet, je suis le premier mec qui s'est filmé en train de jouer à un jeu vidéo et de raconter des conneries, ce que tout le monde fait aujourd'hui sur Twitch, avec son téléphone portable et tout. À l'époque il fallait une chaîne de télé, un fond vert, des techniciens, etc. Voilà. Je suis le premier à avoir fait ça, donc j'essaie d'amener le concept jusqu'au bout. Et l'idée de ce concept justement c'était de se dire, on fait ce qu'on fait tous quand on a un pote qui vient et il veut savoir si c'est bien, le dernier Life is Strange. Je dis, assieds-toi à côté de moi, on va jouer pendant 20 minutes et dans 20 minutes tu sauras si ça vaut 70 € ou pas. Voilà. Level One, j'étais tout seul dans le studio au début, maintenant sur Twitch, j'ai des gens sur le chat qui me parlent, donc c'est un peu comme s'ils étaient à côté de moi sur le canapé. L'évolution ultime, c'est comme les Pokémon, des évolutions, ce serait de faire ça en VR avec une caméra à 360 à côté de moi pour que les gens avec un casque de VR aient vraiment l'impression d'être assis à côté de moi et puissent voir non seulement le jeu mais jouer sur les étagères et tout ça. Voilà. Donc si dans 10 ans, j'aurais ça. Voilà, je streamerais à 360 degrés. Je viens d'avoir une image de toi dans une maison de retraite. Elle aura des gens autour. Avec des jeux de mouvement Nintendo ou jeux au bowling. Merci en tout cas. Et pas de simulateur, exactement. Déambulateur simulateur. Nishan, encore dans le combat dans 10 ans? Eh ben, on continuera la passion. Toujours mettre en avant, je me le souhaite, ne pas être un jour dégoûté de cette passion, toujours continuer encore une fois dans le jeu vidéo, de parler des bienfaits du jeu vidéo, d'être toujours sur scène, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et
je vous remplacerai peut-être, on sait jamais, qui sait, un jour peut-être. Non, en vrai, c'est toujours continuer encore de parler de cette passion, de la faire vivre, et encore une fois, de rajouter une génération en plus, de se dire, bah voilà, je suis peut-être le pseudo-dinosaure du jeu vidéo dans 10 ans, j'en sais rien, tant pis, j'assumerai, mais encore une fois, de continuer à expliquer tout ce qu'on a vécu, notre passé, le présent, le futur encore dans le jeu vidéo, et de le mettre toujours en avant. Voilà, c'est tout ça. Ok, alors, qui va... Sur ma recherche sur le PlayStation Network, je vois un jeu qui s'appelle Super Sonic Acrobatic Rocket Power Battle. J'ai jamais essayé de me faire rembourser, je pense que c'est compliqué, malheureusement. Mais ouais, non, bon, des fois je suis déçu, mais ouais, c'est... il y a vraiment des jeux pourris, il y a des trucs vraiment affligeants. Mais en général, quand c'est mes sous, j'essaie de trouver des petits jeux pas chers. Tu vois, genre 10 €, je dis, ah ça va, c'est 10 €. Mais des fois, même 10 € tu les regrettes quoi. On m'a fait d'acheter un kebab avec ça quoi. Tu vas les acheter sur Steam et te faire rembourser. Alors, mais non, je suis sur PlayStation Network, je peux pas me faire rembourser. Mais je devrais, oui. Écoute, je me dis, même un jeu pourri, bah, ça va à un créateur finalement, et puis ça l'encouragera à faire mieux la fois d'après. Il y a des gens qui méritent vraiment qu'on les pousse. Je me souviens sur le Xbox Live il y a très longtemps, il y a un jeu qui s'appelle Hidden in Plain Sight qui coûtait 1 €. C'est vraiment pas cher. Et le principe est tout con, mais ça marche très bien. C'est un écran fixe avec une trentaine de petits personnages, tous pareils. Et on va jouer à 4, et on a chacun un de ces petits personnages, sauf qu'ils sont tous pareils et qu'il n'y a aucun marqueur. Tu sais pas, je suis bleu, je suis rouge, tout le monde est pareil. Et le but, c'est de trouver les 3 autres et d'une baffe, de les tuer. Simplement, il n'y a que les joueurs qui peuvent mettre une baffe. Donc dès que tu vois une baffe qui part, tu dis oh, lui. Et donc tu le suis, ça va se mélanger autour des trucs, tu vois. Et ce truc, j'ai trouvé ça génial, vraiment. Et j'ai adoré, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Voilà, petit jeu méconnu que j'ai moi aidé à pousser. C'était à l'époque de No Life. J'ai fait un chez Marcus sur No Life. C'était extrêmement compliqué parce que quand tu joues, tu vois ce qui se passe, mais quand tu vois quelqu'un jouer, tu vois rien en fait. Donc on a dû faire un chez Marcus spécial où ensuite le monteur s'est fait chier à la fin quand on avait découvert où étaient les joueurs à les retracer et à les cibler pour qu'on voit qui faisait quoi. Ça a été un travail incroyable pour un jeu à 1 €. Résultat, le jeu il s'est vendu à cause de moi à je sais pas combien d'exemplaires grâce à moi et parce que personne n'a regretté son argent et je vous le recommande aujourd'hui encore, je sais pas s'il est encore sur le Xbox Live. Et le créateur du jeu m'a envoyé un mot en me disant moi je suis un père de famille, j'ai fait ce jeu, je l'ai mis sur le Xbox Live et je vois qu'en France les ventes bondissent. Et on avait peut-être vendu 300, tu vois, mais ça faisait que 300 €, moins la commission du Xbox Live. Et il m'avait remercié pour ça. Et bien, je ne comprenais pas pourquoi en France ça décollait. Et mes amis français me disent que c'est à cause de toi. Donc, très fier d'avoir fait décoller Hidden in Plain Sight. Et là, peut-être qu'il y a 30 Hidden in Plain Sight, 30 € dans la poche du gars. Allez-y, si ça existe encore. Vraiment, je vous recommande. J'ai fait des soirées entre potes, génial avec ça. Quoi. Je crois qu'il y a une dernière question. Merci. C'était vraiment bien et tout, c'est une chance qu'on a toujours au start d'avoir des Tout de amis suite, qui on enchaîne apprécient avec une conférence C'est ça qui est bien. de Pierre Tessier. Qui est c'est bien aussi, quoi, c'est bien aussi. Que de Mario dans le film. Mais pourquoi je dois aller voir un coup de fin, moi? Cette année. Enfin, je sais pas. On va l'accueillir tout de suite.